Je suis Henri, 34 ans. Et le moment où ma sœur a tenté de me faire chanter avec 3 avocats dans son salon fut le moment où j'ai réalisé que toute ma vie de famille n'avait été qu'une longue supercherie. Mais avant de vous raconter comment ma femme Claire a absolument anéanti leur machination avec un simple dossier de documents, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Je n'étais jamais censé être celui qui réussirait dans la famille Collins. Ce titre, ainsi que chaque once d'adoration que mes parents pouvaient rassembler, appartenait à ma sœur cadette, Bella. C'était l'enfant prodige, la reine du bal. De promo, la fille au sourire parfait à qui on avait remis les clés d'une toute nouvelle décapotable pour ses 16 ans, tandis que je roulais encore sur un vélo d'occasion avec une chaîne rouillée qui déraillait à chaque fois que je pédalais. En montée. J'étais juste Henri. Silencieux, un peu ennuyeux, le gars qui était censé occuper un poste de bureau de niveau intermédiaire, à brasser des papiers dans une banque du centre-ville. C'est du moins ce que pensait ma famille. Pour eux, j'étais le plan de secours fiable mais sans éclat. Je conduis une Honda Accord de 10 ans avec une bosse sur le pare-chocs arrière que je n'ai jamais pris la peine de réparer parce qu'elle fonctionne toujours parfaitement bien. Je porte une montre à $60 que j'ai achetée dans un grand magasin quand j'avais 22 ans, et je n'ai jamais ressenti le besoin de la remplacer par une Rolex juste pour impressionner des inconnus. Mes vêtements sont propres, repassés et professionnels, mais ils viennent du rayon prêt-à-porter, pas d'un tailleur sur mesure en Italie. Je vis dans une modeste maison de 3 chambres. Dans une banlieue calme et sans prétention que j'ai payé comptant il y a 3 ans. Mais je n'ai jamais rien dit de cela à personne. Je les ai laissés croire que j'étais noyé sous un prêt immobilier de 30 ans, tout comme eux. Voici la vérité qu'ils ne savaient pas. Je travaille dans le capital investissement. Je ne suis pas qu'un simple employé. Je suis associé junior chez Vantage.Capital. Je me spécialise dans les actifs en difficulté. Mon travail consiste à examiner les entreprises qui échouent, perdent de l'argent et s'effondrent sous le poids de leur propre mauvaise gestion. Je découvre pourquoi elles périclitent et je les redresse avec une précision chirurgicale ou je les revends par morceaux. Cela exige un niveau de littératie financière, de pensée stratégique et d'impitoyable que ma famille ne pourrait même pas comprendre. Mon véritable revenu n'est pas quelque chose dont je parle au dîner de Thanksgiving. Mon seul salaire me place dans le top 1% des revenus de l'État, et c'est avant les primes de performance annuelles et les intérêts reportés des fonds d'investissement, qui éclipsent souvent mon salaire de base. Mais je ne les ai jamais corrigés. Pourquoi? Parce que dans ma famille, l'argent est comme du sang dans l'eau. Et ma sœur Bella est le requin. Si Bella voulait quelque chose, l'univers, c'est-à-dire habituellement mes parents, Robert et Linda, se pliaient en 4 pour le lui donner. Si j'avais besoin d'aide, on me disait que les difficultés forgent le caractère. Je ne suis pas amer, ou du moins je me suis dit que je ne l'étais pas pendant longtemps. J'ai juste appris à être autonome. J'ai appris que la meilleure façon de garder ce que l'on gagne est d'avoir l'air de ne rien posséder qui vaille la peine d'être pris. Puis sont venues les fiançailles. Bella a rencontré Marc il y a environ 1 an. Marc est un type décent, peut-être un peu trop doux, le genre de gars qui hoche beaucoup la tête et s'excuse quand quelqu'un le bouscule. Il travaille dans les assurances, gagne bien sa vie, mais il n'était pas prêt pour l'ouragan. C'est ma sœur. Quand ils se sont fiancés, la folie a commencé immédiatement. Bella ne voulait pas d'un mariage. Elle voulait un couronnement. Elle parlait d'un domaine viticole historique dont la location pour une journée coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en 1 an. Elle parlait d'une robe sur mesure de Paris, de fleurs importées et d'une liste d'invités comprenant des personnes à qui elle n'avait pas parlé depuis le lycée, juste pour remplir les sièges et faire en sorte que l'événement ressemble à une affaire royale. Je me souviens très bien de la fête de fiançailles.
Elle a eu lieu chez mes parents, qu'ils avaient hypothéqué pour la deuxième fois pour subvenir aux besoins de Bella au fil des ans. Je suis arrivé dans ma Honda, la garant un peu plus loin dans la rue pour ne pas gâcher l'esthétique de l'allée, qui était remplie de BMW et de Mercedes louées appartenant aux amis de Bella. La maison sentait le traiteur coûteux et le désespoir. Ma mère courait partout en remplissant les verres de champagne, l'air épuisé, tandis que mon père était assis dans un coin, fixant une pile de factures qu'il pensait avoir cachées sous un magazine. J'ai apporté un cadeau. C'était un ensemble de couteaux japonais haut de gamme pour quiconque cuisine. C'est un cadeau de rêve valant environ $800, mais il est présenté dans une boîte en bois simple et élégante, pas dans un emballage. Tape à accent grave l'œil. Quand Bella l'a ouvert devant tout le monde, elle l'a regardé comme si je lui avais tendu un poisson mort. Elle a dit, « Oh, des couteaux de cuisine. Merci, Henri. Je suppose que Marc pourra les utiliser pour faire des sandwichs. » Toute la pièce a ri. Ma tante Martha s'est penchée et a chuchoté. Assez fort pour que je l'entende, que j'avais fait de mon mieux avec un budget de caissier de banque. Elle m'a tapoté l'épaule avec pitié, comme si ma frugalité était une maladie. J'ai juste souri et pris une gorgée de mon thé glacé. C'était mon armure. Le sourire, le hochement de tête, le silence. Ma mère, Linda, est venue me voir plus tard, me tapotant le bras avec ce regard condescendant qu'elle avait perfectionné des années auparavant. Elle m'a dit que c'était un cadeau pratique et de ne pas m'inquiéter car Bella avait juste des goûts de luxe. Elle m'a rappelé que je savais comment elle était. Je lui ai dit que je savais exactement comment elle était. Elle a soupiré, regardant Bella tenir la cour de l'autre côté de la pièce avec un verre de champagne, l'appelant leur petite étoile. Elle a dit qu'il voulait juste que ce mariage soit parfait pour elle parce que c'était son jour spécial. J'ai menti effrontément et j'ai dit que ça allait être génial. Je ne savais pas alors que le jour spécial devenait déjà hors de contrôle. Je ne savais pas que Bella avait déjà dépensé tout le budget que mes parents avaient réussi à rassembler et chercher une nouvelle source de fonds. Et malheureusement pour moi, malgré ma Honda rouillée et ma montre bon marché, Bella avait le nez pour l'argent. Elle sentait quelque chose. Ou peut-être a-t-elle simplement supposé que parce que j'étais célibataire et ennuyeux, j'avais des économies à brûler. Quoi qu'il en soit, j'étais sur le point de devenir la cible. Pour comprendre pourquoi j'ai réagi comme je l'ai fait, il faut comprendre la dynamique. Ce n'était pas seulement le mariage. C'était une vie entière comme ça. Je me souviens d'avoir eu 10 ans. J'avais passé une année entière à tondre des pelouses sous la chaleur estivale et à distribuer des journaux sous la pluie glaciale de l'hiver pour acheter un VTT, un modèle spécifique. Cadre rouge. Double suspension. J'avais un bocal sur ma commode rempli de billets froissés. De pièces de monnaie. Je le comptais chaque soir. Le jour où j'en ai finalement eu assez, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé le bocal vide. Ma mère était dans la cuisine. Elle m'a dit de ne pas être en colère. Elle a dit que Bella était entrée dans ce camp de théâtre d'été, le Cher, et qu'ils étaient un peu à court. Elle a promis qu'ils me rembourseraient. Ils ne m'ont jamais remboursé. Bella est allée au camp, a détesté ça et est rentrée une semaine plus tôt parce que ses amis lui manquaient. Mon argent était parti. J'ai appris alors que mon travail acharné était leur filet de sécurité. 24 ans plus tard, j'étais assis en face de Bella dans un café branché du centre-ville, le genre d'endroit où le menu est écrit à la craie et l'eau servi dans des bocaux. Elle m'avait envoyé un SMS disant que c'était un déjeuner d'urgence et qu'elle avait besoin des conseils de son grand frère. J'aurais dû savoir mieux. Bella ne demandait jamais de conseils. Elle demandait la permission ou des ressources. Elle portait un blazer blanc qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture.
Elle a commandé un latala. Betterave. Je ne savais même pas que c'était une chose. Elle m'a souri. C'était son sourire, je veux quelque chose. Il n'atteignait pas ses yeux. Elle a commencé par remuer sa boisson rose et m'a demandé si j'allais bien et si mon travail était stable. Je suis resté vague et j'ai dit que ça allait. La même routine. Elle a dit que c'était bien et que le simple était bien. Rejetant toute mon existence d'un revers de la main. Puis elle en est venue au fait. Elle m'a dit qu'elle était dans une petite impasse. Minuscule même. J'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a soupiré dramatiquement et a dit que c'était le mariage. Elle s'est plainte que tout était si cher à cause de l'inflation. Elle a mentionné que le vignoble avait augmenté ses frais de location et qu'elle avait trouvé un designer à Milan pour les robes des demoiselles d'honneur parce que celles du coin étaient de la camelote. Elle a ajouté que la famille de Marc était gourmande, alors ils avaient dû passer au forfait traiteur étoilé Michelin. J'ai pris une gorgée de mon café noir et je lui ai dit qu'elle devait réduire certaines choses. Elle a ri. C'était un son sec et aboyeur. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas réduire les choses parce que les invitations étaient envoyées et les attentes étaient établies. Elle a dit qu'elle n'allait pas faire un barbecue dans le jardin. Elle s'est penchée, baissant la voix comme si nous étions des conspirateurs. Elle m'a dit qu'elle était au-dessus du budget. Juste un peu. J'ai demandé combien était, un peu. Elle a dit 50 000. J'ai failli m'étouffer avec mon café. J'ai posé ma tasse lentement, la fixant. Je lui ai demandé si elle était sérieusement au-dessus du budget de 50 000 $. Je lui ai dit que c'était le coût d'un mariage entier pour la plupart des gens. Elle a claqué que ce n'était pas pour le mariage qu'elle méritait. Puis elle s'est adoucie instantanément. Elle m'a dit que maman et papa étaient à sec. Elle a révélé qu'ils avaient mis une deuxième hypothèque sur la maison. Elle a dit qu'ils l'aimaient tellement mais n'avaient pas de liquidité. Elle a ajouté que Marc essayait mais qu'il n'avait pas d'économie. Elle m'a regardé, clignant des cils. Elle a souligné que je vivais comme un moine. Elle a mentionné ma petite maison, mon absence de femme et d'enfant, et ma voiture bon marché. Elle a dit que je devais avoir des économies puisque je travaillais depuis 10 ans. J'ai admis que j'avais des économies pour ma retraite et mon avenir. Elle a rayonné. Et a dit que c'était vrai, mais que c'était la famille. C'était son grand jour. Elle a exposé le plan. Elle voulait que je couvre les 50 000 $. Elle a dit que nous pouvions appeler ça un prêt si cela me faisait me sentir mieux, mais qu'en pratique, je devrais le considérer comme un cadeau à ma petite sœur. Elle a dit que cela signifierait le monde pour maman et papa car ils étaient si stressés. Henri, fais-le pour eux. La manipulation était de maître, utilisant le stress de mes parents, qu'elle avait elle-même causé, pour me culpabiliser. Je les regardais, vraiment regardais. J'ai vu le sentiment d'être endroit qui avait commencé avec l'argent de mon vélo et s'était transformé en un monstre de 50 000 $. J'ai dit, non. Le sourire a disparu. Elle m'a demandé de l'excuser. Comme si elle avait mal entendu. J'ai répété. Non. Je lui ai dit que je ne lui donnerais pas 50 000 $. Je ne les lui prêterais pas. Je lui ai dit que c'était une somme d'argent folle pour une fête. Elle a claqué que ce n'était pas une fête. C'était son mariage. Sa voix a monté et les têtes se sont tournées. Dans le café. Elle m'a dit que j'avais l'argent. Elle a dit qu'elle savait que je l'avais. Elle m'a traité de radin. Puis elle m'a accusé d'être jaloux. Je lui ai demandé si elle pensait que j'étais jaloux. Elle a dit que j'étais jaloux. Qu'elle soit heureuse, qu'elle soit celle qui se mariait et que j'étais seul. J'ai failli rire. Si seulement elle avait su que je n'étais pas seul.
J'étais marié depuis 2 ans. Mais c'était un secret que je gardais spécifiquement pour protéger ma femme Claire de personnes comme Bella. Je lui ai dit que je n'étais pas jaloux. Je lui ai dit que j'étais financièrement responsable. La réponse est restée non. Elle s'est levée en jetant sa serviette sur la table. Son visage était déformé d'une manière qui aurait été affreuse sur ses photos de mariage. Elle m'a traité d'inutile. Elle a dit que maman avait raison. Elle m'a traité de petit homme amer et égoïste. Mais ensuite elle s'est penchée, les yeux froids. Elle m'a dit que je paierais. D'une manière ou d'une autre, elle a dit que j'aiderais la famille. Je lui ai demandé calmement si c'était une menace. Elle m'a dit de me souvenir de ce moment quand le temps viendrait. Elle a dit que j'avais eu une chance d'être un héros et que maintenant j'étais le méchant. Elle est sortie en trombe, me laissant avec l'addition de son latte à la betterave. Je l'ai payé. C'était 7 $. J'ai pensé que c'était le dernier argent qu'elle obtiendrait de moi. J'avais tort. Les retombées ont été immédiates. Au moment où je suis retourné à mon bureau, mon téléphone explosait. D'abord, ce fut ma tante Martha. Elle a laissé un message vocal qui sonnait comme si elle pleurait à un enterrement. Elle a dit que ma mère venait de l'appeler en larmes. Elle a demandé comment je pouvais être si cruel envers ma sœur. Elle m'a fait la leçon que ce n'était que de l'argent et que je ne pouvais pas l'emporter avec moi quand je mourrais, mais je pouvais emporter l'amour de la famille. Elle m'a dit de régler ça. Puis sont venus les SMS de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Ils m'ont dit qu'ils avaient entendu dire que je laissais Bella en plan et que ce n'était pas cool. Puis mon père a appelé. J'ai laissé la première fois aller à la messagerie vocale, mais il a rappelé immédiatement. Je me suis garé sur un parking pour prendre l'appel. J'ai répondu. Sa voix était fatiguée, lourde. Il a dit que nous devions parler. Je lui ai dit que si c'était à propos des 50 000 de Bella, il n'y avait rien à dire. Il a dit que ce n'était pas seulement l'argent. C'était le principe. Il m'a rappelé que j'étais le grand frère. Il a dit que j'étais censé veiller sur elle. Il m'a dit que ma mère était malade à cause de ça et ne dormait pas. Je lui ai rappelé que Bella avait 29 ans. Elle dépensait de l'argent qu'elle n'avait pas. Je lui ai dit que si je lui donnais cet argent, elle reviendrait pour en demander plus dans 6 mois. Je lui ai dit qu'il savait qu'elle le ferait. Il l'a défendu comme toujours. Il a dit qu'elle était sous beaucoup de pression et voulait juste que tout soit parfait. Il a dit qu'il ne me demandait pas de me ruiner. Il a demandé si j'avais quelque chose de côté. Même 20 000, et a dit qu'il pourrait trouver le reste. Je lui ai dit que j'avais dit non. J'ai dit que je n'allais plus encourager cela. Il m'a dit que j'étais très difficile. Il a dit que j'avais toujours été indépendant, mais que c'était me couper de la famille. Il m'a dit d'y penser. Il a raccroché. Ce pic, que j'avais toujours été indépendant, était censé être une insulte. Pour moi, c'était un insigne d'honneur. Je suis rentré chez moi ce soir-là auprès de Claire. Claire est l'opposé de Bella. Elle est vive, terre à accent grave terre et férocement intelligente. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans. Elle sait qui je suis vraiment. Elle connaît l'argent, la carrière, tout. Et elle m'aime pour le gars qui conduit la Honda Pars. Qu'elle aussi conduit une Subaru qui a connu des jours meilleurs. Claire était dans la cuisine en train de regarder un dossier. Elle est auditrice judiciaire pour le gouvernement fédéral. Son travail consiste littéralement à trouver l'argent que les criminels tentent de cacher. Elle a un cerveau comme un piège d'acier. Elle a demandé si j'avais eu une mauvaise journée sans lever les yeux de son ordinateur portable. Je lui ai dit que Bella avait demandé 50 000 $. J'ai dit non. Maintenant,
toute la famille affûtait leurs fourches. Claire a levé les yeux, ses yeux se rétrécissant derrière ses lunettes. Elle a demandé si c'était 50 000 $ pour un chariot d'or. Je lui ai dit que c'était pour des fleurs et une robe. Apparemment, elle a dit que Bella était délirante. Elle m'a dit, bien joué de ta part d'avoir tenu bon. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je lui ai dit que Bella m'avait menacé. Elle a dit que je paierais d'une manière ou d'une autre. Claire a fait une pause. Elle a fermé son ordinateur portable. Elle a demandé comment elle m'avait menacé. Je lui ai dit que c'était des choses vagues comme « tu le regretteras ». Claire m'a dit de rester sur mes gardes. Sa voix a baissé d'une octave. C'était sa voix de travail. Elle a dit « les gens désespérés font des choses stupides, et les gens désespérés et en droit font des choses illégales ». 2 semaines de silence ont suivi. Pas de SMS, pas d'appel. C'était étrange. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être passé à autre chose. Peut-être avaient-ils trouvé un autre pigeon. Puis j'ai reçu un SMS de Bella. Elle s'est excusée pour le café. Elle a dit qu'elle était stressée et qu'elle s'était défoulée sur moi. Elle voulait arranger les choses. Elle m'a invité à dîner chez elle ce soir-là. Juste nous. Elle a dit que maman faisait ses lasagnes et que nous devions mettre les choses au clair. J'ai montré le SMS à Claire. Elle a dit immédiatement que c'était un piège. J'ai essayé de plaisanter en disant que les lasagnes de maman étaient vraiment bonnes. Claire m'a regardé sérieusement. Elle a souligné que Bella était passée de me menacer de me ruiner à m'inviter à dîner en 2 semaines. Elle préparait quelque chose. Je lui ai dit que je devais y aller. Si je n'y allais pas, il dirait que c'était moi qui refusais de faire la paix. J'ai décidé que j'irais manger, dirais non à nouveau s'il demandait de l'argent et partirait. Claire s'est levée et a marché vers sa mallette. Elle a sorti un dossier et un petit appareil d'enregistrement. Elle m'a tendu l'enregistreur et m'a dit de le mettre dans ma poche. Elle m'a dit de ne pas l'éteindre. J'ai demandé si elle pensait que je devais me câbler pour un dîner avec ma sœur. Elle a dit qu'elle pensait que j'allais tomber dans un piège. Puis, elle m'a dit qu'elle serait un peu en retard. Elle devait passer par son bureau et récupérer quelques dossiers, juste au cas où. J'ai demandé au cas où quoi. Elle a souri d'un sourire terrifiant et a dit au cas où elle aurait besoin de détruire le site depuis l'orbite. Elle m'a dit de lui envoyer un SMS quand j'arriverai. Je l'ai embrassé et je suis parti. J'ai conduit ma Honda jusqu'à l'immeuble d'appartement de Bella, un immeuble de luxe qu'elle ne pouvait certainement pas se permettre avec son salaire de coordinatrice marketing. Mon ventre se tordait tout le long du chemin. Je me suis garé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai allumé l'enregistreur dans ma poche. Je me suis dirigé vers l'unité 4B et j'ai frappé. Bella a ouvert la porte. Elle souriait. Vêtue d'une robe simple, l'air d'une sœur repentie. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle était contente que je sois venu, mais je l'ai sentie froide. Je lui ai dit que ça sentait bon. Elle m'a invité à entrer, disant. Tout le monde attendait. Tout le monde. Je suis entré. Le salon était à droite, et là, assis autour de la table à manger de Bella, il n'y avait pas de dîner de lasagne. Il y avait 3 hommes en costume sombre et ma mère. La table était couverte de documents. L'atmosphère dans la pièce n'était pas domestique. Elle était stérile et prédatrice. Les 3 hommes ne se sont pas levés quand je suis entré. Ils m'ont juste regardé avec ce regard sans vie, des avocats d'entreprise parfaits sortis de la faculté de droit. Ma mère était assise dans un coin, les bras croisés, refusant de croiser mon regard. Elle semblait plus petite que d'habitude ou peut-être juste plus coupable. Je me suis arrêté dans l'entrée et j'ai demandé ce que c'était. J'ai dit que je pensais que nous dînions
Bella a fermé la porte derrière moi et a verrouillé le pen. Dormant. Le clic a résonné dans la pièce. Elle a dit que nous le faisions, mais... D'abord, nous devions régler quelques affaires. Elle a désigné la seule chaise. Vide en face des 3 hommes. Cela ressemblait à une installation de salle. D'interrogatoire. Je lui ai dit que je resterais debout. J'ai demandé qui étaient ces gars. L'homme du milieu, un homme aux cheveux argentés et à la cravate qui coûtait plus cher que ma voiture, a pris la parole. Il s'est présenté comme Frédéric Quin. Il a dit qu'il représentait ma sœur aimée. Parent dans une affaire d'arbitrage financier. J'ai ri, un son nerveux et en colère. Je lui ai dit que je ne savais pas que j'étais en litige. Il a dit que j'étais en rupture de contrat verbal. Il a fait glisser une feuille de papier sur la table et m'a demandé d'y jeter un œil. Je me suis avancé et j'ai jeté un coup d'œil au document. Il était intitulé « Engagement contraignant de contribution familiale ». J'ai parcouru le texte. C'était beaucoup de jargon juridique, mais l'essentiel était insensé. Il affirmait qu'il y a 6 mois. J'avais verbalement accepté et confirmé par email de couvrir tous les dépassements de budget nécessaires pour le mariage de ma sœur en échange d'être un bon frère. Je leur ai dit que c'était n'importe quoi. J'ai dit que je n'avais jamais accepté cela. Frédéric a dit qu'ils avaient un email. Il a sorti un email imprimé. Il venait de moi. J'ai reconnu l'entête. C'était un email que j'avais envoyé à ma mère en janvier quand Bella s'était fiancée. J'avais écrit que j'étais si heureux pour elle et de me faire savoir si je pouvais aider avec quoi que ce soit de petit, de la logistique ou autre, mais sur le papier devant moi, le texte était différent. Il était écrit que j'étais si heureux pour elle et de me faire savoir les coûts. Il disait que j'étais heureux de contribuer à couvrir les lacunes budgétaires, tout ce qui était nécessaire. J'ai regardé Bella. Elle se versait un verre de vin, l'air suffisant. Je lui ai dit qu'elle avait falsifié mon email. Elle a dit légèrement que ce n'était pas falsifié. C'était une clarification d'intention. Elle a insisté sur le fait que j'avais promis et dit que j'aiderais. J'ai rétorqué que j'avais dit aider avec la logistique, déménager des cartons, pas 50 000 $. L'avocat m'a interrompu. Il a dit, dans l'état où nous résidons, une promesse de soutien financier qui induit une partie à contracter une dette, connue sous le nom de promissory estoppel, est exécutoire. Il a dit, ma sœur a réservé des fournisseurs non remboursables sur la base de mon assurance de soutien. Il m'a dit que j'étais responsable des 50 000 $. Je leur ai dit qu'ils étaient fous. J'ai dit que cela ne tiendrait pas dans aucun tribunal. Le deuxième avocat, un jeune homme à lunettes, a ajouté. Il a dit peut-être pas, mais a demandé si je voulais vraiment aller en justice. Il a mentionné les dossiers publics. Il a dit qu'il devrait creuser mes finances lors de la phase de découverte. Il a dit qu'il devrait assigner mon employeur. La pièce est devenue froide. J'ai demandé ce qu'ils insinuaient. Bella s'est avancée. Elle m'a dit qu'il savait. J'ai demandé ce qu'il savait. Elle a baissé la voix en un chuchotement. Elle a dit qu'il savait que je ne travaillais pas seulement à la banque. Elle m'a dit qu'elle avait une amie qui travaille dans la conformité. Elle a dit qu'elle m'avait cherché. Elle m'a dit que j'avais des comptes, de gros comptes, mais elle a dit que mon revenu déclaré à la banque ne correspondait pas à l'argent circulant sur ces comptes. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Elle ne savait pas que je travaillais dans le capital investissement. Elle pensait que je faisais quelque chose d'illégal. J'ai demandé s'il pensait que je faisais quelque chose d'illégal. Frédéric a dit qu'il pensait que j'avais beaucoup d'argent inexpliqué. Il a dit que s'il déposait une plainte, l'IRS pourrait
Être très intéressé par la provenance de tout ce capital pour un caissier de banque. Il a dit qu'une enquête pourrait prendre des années, je l'aimais avoirer. Ruiner ma réputation. Bella a souri et a pris une gorgée de vin. Elle a proposé une alternative. Elle a dit que je pouvais simplement signer l'accord de règlement. J'accepterais de payer les $50 000 pour le mariage. Plus $10 000 pour les frais juridiques de ces messieurs. Nous signerions un accord de non-divulgation. Personne ne se pencherait sur mon activité secondaire illégale. Tout le monde y gagne. J'ai regardé ma mère. Je lui ai demandé si elle était d'accord avec ça. Je lui ai demandé si elle était d'accord avec le fait de faire chanter son fils. Maman m'a finalement regardé. Ses yeux étaient humides, mais sa mâchoire était serrée. Elle m'a dit que j'avais tellement de choses. Elle a demandé pourquoi j'étais si avide. Elle a dit que ma sœur voulait juste son jour. Elle m'a dit de juste payer et d'arrêter de les faire passer pour les méchants. Je lui ai dit, ma voix tremblante de rage, que je ne les faisais pas passer pour les méchants. Je lui ai dit qu'ils étaient les méchants. Bella m'a sifflé de signer. Elle a menacé que si je ne signais pas, elle me ruinerait. Elle a dit qu'elle me dénoncerait pour fraude fiscale demain matin. Je suis resté là, regardant les 3 avocats, ma mère et ma sœur. J'ai senti un étrange sentiment de calme m'envahir. C'était le calme d'un homme qui sait qu'il détient une quinte flush royale pendant que son adversaire bluffe avec une paire de 2. J'ai dit, d'accord. Les yeux de Bella se sont illuminés. Elle a répété le mot d'accord. Je leur ai dit que je devais appeler mon avocat. Frédéric a dit rapidement que je n'avais pas besoin d'avocat. Il a appelé ça une médiation amicale. Je lui ai dit que j'appelais. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas appelé d'avocat. J'ai envoyé un SMS à Claire maintenant. J'ai regardé la porte et j'ai dit, en fait, je pensais que mon conseil était déjà là. Bella a eu l'air confuse. Elle a demandé, qui? Il y a eu un coup sec et autoritaire à la porte. Pas un coup poli, un coup de police. Bella a froncé les sourcils et est allée à la porte. Elle l'a ouverte. Claire se tenait là, mais pas la Claire qu'il connaissait. La fille tranquille en pull qui apportait de la salade de pommes de terre au repas partage. C'était l'agent Claire. Elle portait un blazer bleu marine, ses cheveux tirés en arrière. Elle tenait un épais dossier en cuir dans une main et son insigne fédéral dans l'autre. Frédéric s'est levé et a demandé qui elle était. Claire est entrée dans la pièce, poussant Bella comme si elle était un meuble. Elle a dit qu'elle était ma femme. Maman a halté. Elle a demandé si nous étions mariés. Je lui ai dit que nous l'étions depuis 2 ans. Surprise. Claire s'est dirigée directement vers la table. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé les avocats. Elle s'est présentée, sa voix glaciale. Elle a dit que son nom était Claire Collins. Elle a déclaré qu'elle était auditrice judiciaire principale pour le gouvernement fédéral. Elle a suggéré qu'ils arrêtent de parler immédiatement s'ils voulaient conserver leur licence. Le silence dans la pièce était absolu. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Frédéric, l'avocat principal, a pâli. Il a ajusté sa cravate, son arrogance s'évaporant instantanément. Il a bégayé qu'il ne faisait que mener une négociation privée. Claire l'a coupé. Elle a jeté son dossier sur la table. Il a atterri avec un bruit sourd qui a fait trembler les verres à vin. Elle leur a dit qu'elle avait écouté les 10 dernières minutes via l'appareil d'enregistrement. Dans ma poche. Elle a dit que dans cet état, c'est admissible. Elle leur a dit qu'il venait de tenter d'extorquer un citoyen privé en utilisant des
Documents falsifiés et des menaces de rapport fédéral malveillant. Elle a appelé cela un crime. Conspiration en vue de commettre une extorsion. Elle s'est tournée vers le jeune avocat. Elle a abordé le promissory estoppel basé sur un email falsifié. Elle a sorti une feuille de son dossier. Elle a dit qu'elle avait les métadonnées de l'email original juste là. Daté, vérifié par le serveur. Le texte est différent. Elle a appelé cela fraude et faux. Bella tremblait. Elle a bégayé que Claire ne pouvait pas les enregistrer et a affirmé que c'était illégal. Claire a finalement regardé ma sœur. Elle a dit à Bella que c'était un état à consentement unilatéral. Elle a dit que Henri avait consenti. Elle a dit à Bella qu'elle avait perdu. Claire s'est tournée vers Frédéric. Elle a abordé sa menace de dénoncer Henri à l'IRS. Elle a ouvert une autre section de son dossier. Elle a déclaré que Henry Collins est associé junior chez Vantage Capital. Elle a expliqué que ses revenus provenaient des plus-values, des intérêts reportés et de son salaire, tous déclarés au centime près sur nos déclarations de revenus conjointes. Elle a dit qu'elle les préparait et les auditait elle-même. Elle a fait glisser un document sur la table. C'était un résumé expurgé de ma situation fiscale vérifiée. Elle leur a dit, je n'ai pas d'argent inexpliqué. Elle a dit, je suis un millionnaire qui paie ses impôts. Elle a fait une pause, puis a dit, contrairement à quelqu'un d'autre. Elle a tourné une page. Bella s'est figée. Elle a demandé quoi? Claire a dit qu'elle avait effectué une vérification préliminaire sur Bella cet après-midi-là. Elle a demandé si Bella savait que souscrire une carte de crédit au nom de son fiancé à son insu était un vol d'identité. Elle a demandé si Bella savait que la compte qu'elle avait dit à maman avoir payé pour le lieu était en fait allé à un paiement pour la location d'une BMW il y a 2 mois. Maman s'est levée, la main sur la bouche. Elle a demandé à Bella si c'était vrai. Bella a crié que Claire mentait. Elle a affirmé que nous nous acharnions sur elle. Claire a tapoté le dossier. Elle a dit que les relevés bancaires étaient là. Elle a proposé de parcourir avec Bella les numéros d'identification de transaction. Elle s'est tournée vers les avocats. Elle leur a dit de partir. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Frédéric a saisi sa mallette. Il a dit qu'ils avaient été mal informés par leur cliente. Il a dit qu'il se retirait immédiatement de cette affaire. Bella lui a attrapé le bras. Elle a crié qu'il attende. Elle lui a rappelé qu'il avait promis qu'il obtiendrait l'argent. Frédéric lui a claqué de ne pas le toucher. Il s'est excusé auprès de moi et de Madame Collins. Les 3 hommes ont pratiquement fui l'appartement. Il ne restait que moi, Claire, Bella et maman. Bella hyperventilait. Le jeu était fini. La dynamique de pouvoir avait basculé si violemment qu'elle ne pouvait pas le traiter. Elle m'a hurlé que j'avais tout ruiné. Elle m'a traité de sale con égoïste. Elle a demandé si j'avais des millions. Elle a demandé pourquoi je conduisais cette stupide voiture et la laissais galérer. Je lui ai dit calmement que je la laissais vivre sa vie. J'ai dit que je ne l'avais jamais empêchée de travailler. Je ne l'avais jamais empêchée d'économiser. Je lui ai dit qu'elle avait choisi de dépenser. Elle a crié qu'elle était de la famille. J'ai dit non. Je me suis dirigé vers Claire et lui ai pris la main. J'ai dit à Bella que Claire était ma famille. J'ai dit à Bella qu'elle n'était qu'une sangsue. J'ai regardé ma mère. Elle me regardait comme si j'étais un étranger. Elle a demandé à Claire si elle savait que j'étais riche. Claire l'a corrigée. Elle a dit qu'elle savait que j'étais un homme bon. Elle a dit à ma mère que c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais pris la peine de remarquer. J'ai dit à ma mère que j'en avais fini. Je lui ai dit de ne pas m'appeler ni
m'envoyer de SMS. J'ai dit que si elle ou Bella tentait de me contacter à nouveau, Claire déposerait les plaintes pour extorsion que nous venions d'enregistrer. Je lui ai dit que nous enverrions Bella en prison. Je l'ai défié d'essayer. Maman a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. Elle m'a supplié. Elle a dit que Bella était ma sœur et qu'elle avait fait une erreur. Je lui ai dit que Bella avait commis un crime. Et je lui ai dit qu'elle était restée là et avait regardé. Je me suis tourné vers la porte et j'ai dit à Claire, allons-y. Bella a crié que nous attendions. Elle a dit que nous ne pouvions pas la laisser comme ça. Elle a dit que le mariage était dans 3 semaines et qu'elle ne pouvait pas le payer. Elle a dit que Marc la quitterait. Je lui ai dit alors qu'elle ferait mieux de commencer à retourner ses robes. Je l'ai regardé, le mascara coulant sur son visage. Je lui ai dit que le set de couteau que je lui avais donné valait $800. J'ai suggéré qu'elle pourrait vouloir le mettre en gage. Je lui ai dit que cela couvrirait environ 1 heure des honoraires de ses avocats. Nous sommes sortis. Nous avons traversé le couloir jusqu'à l'ascenseur et sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Dès que nous sommes arrivés à la voiture, mes jambes ont commencé à trembler. La décharge d'adrénaline me frappait. Claire m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit que j'avais bien fait. J'ai demandé si c'était fini. Elle a dit pour ce soir. Mais elle m'a averti que les gens comme ça ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas touché le fond. Et elle a dit que Bella ne l'avait pas encore touché. C'est le moment qui a tout changé, quand j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Veuillez écraser ce bouton j'aime et commenter le numéro ainsi dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Cela aide plus de gens à trouver cette histoire et me dit que mon expérience signifie quelque chose pour vous. Votre soutien me permet de continuer à partager le reste de ce voyage. Nous sommes rentrés chez nous. Je me suis versé un whisky et Claire a fait du thé. Nous sommes restés silencieux un moment, à peine à digérer la folie de la soirée. Le silence dans notre maison était réconfortant, un contraste frappant avec le bruit toxique de l'appartement de Bella. J'ai pensé que la honte les ferait peut-être taire. J'étais naïf. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer, non pas avec des appels, mais avec des notifications. Facebook, Instagram. Bella avait déchaîné l'enfer. Elle a posté une longue photo larmoyante d'elle dans sa robe de mariée, qu'elle n'avait pas payée. La légende était un chef-d'œuvre de fiction. Elle a écrit qu'elle n'aurait jamais pensé écrire cela. Elle a dit que quelques jours avant son mariage, son propre frère, le seul frère qu'elle ait, avait décidé de retirer son soutien financier. Elle a affirmé que j'avais promis d'aider, de les laisser tout réservé, puis leur avait ri au nez au moment de payer les factures. Elle a écrit que j'avais des millions, littéralement, mais que je préférais voir ma petite sœur humiliée et en faillite plutôt que d'aider. Elle a écrit qu'elle avait le cœur brisé. Elle a terminé en disant, la famille n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est là, et que je n'étais pas là. Elle n'a pas mentionné l'extorsion. Elle n'a pas mentionné les avocats. Elle n'a pas mentionné le faux email. Les commentaires étaient brutaux. Des inconnus me traitaient de salaud. Ils lui disaient de me couper les ponts parce que j'étais toxique. Ils disaient que les riches étaient les pires. Et des avides. Mais le commentaire qui m'a fait le plus de mal était celui de ma mère. Linda Collins a commenté qu'il l'aimait. Elle a dit qu'il ferait en sorte que ça marche. Elle a écrit que Bella méritait le monde. Contrairement à certaines personnes qui ont oublié d'où elle venait, c'était ça. C'était le coup de grâce. Je les ai bloqués. Tous. Bella, maman, les cousins qui aimaient le poste.
J'ai désinstallé les applications de mon téléphone. 2 jours plus tard, mon père est arrivé chez moi. Il n'a pas appelé. Il est juste apparu sur mon porche un samedi matin. J'étais dehors en train de laver la Honda. Un acte de défi, je suppose. Il a prononcé mon nom. Il semblait avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu. Je lui ai dit qu'à moins qu'il ne soit là pour s'excuser pour maman et Bella, il pouvait faire demi-tour. Il a demandé s'il pouvait entrer juste 1 minute. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Nous sommes assis sur les marches du porche. Je ne voulais pas qu'il entre dans mon sanctuaire. Il m'a dit que ma mère lui avait raconté ce qui s'était passé. Il a dit qu'il ne savait pas pour les avocats. Il l'a juré. Je lui ai demandé s'il avait vu le post Facebook. Je lui ai demandé s'il avait vu ce qu'elle disait de moi. Il a admis qu'il l'avait vu. Je lui ai demandé, et alors? Il a dit que c'était faux. Il savait que c'était faux. J'ai demandé pourquoi il ne me défendait pas. Puis j'ai demandé pourquoi il ne disait pas la vérité aux gens, que je n'avais rien promis et qu'ils avaient essayé de me faire chanter. Papa a soupiré, regardant la pelouse. Il a dit que c'était parce que Bella avait besoin d'eux. Il a dit qu'elle était fragile. Il m'a dit que s'il ne la soutenait pas, elle s'effondrerait. Il a dit qu'elle l'avait toujours fait. J'ai demandé, alors parce que je suis fort, je dois être le souffre-douleur. Il m'a regardé alors et a dit la chose qui a finalement rompu le dernier fil de culpabilité que j'avais. Il a dit oui, d'une certaine manière. Il m'a dit que je n'avais pas besoin d'eux. Il a dit que je n'en avais jamais eu besoin. Il a souligné que j'avais réussi mes études. J'avais réussi mon travail. J'avais gagné mon argent. Il a dit que j'allais bien et que j'irais toujours bien. Mais Bella, il a dit que c'était un gâchis. Sans eux, elle coule. Alors ils doivent choisir. Et ils doivent choisir celle qui ne sait pas nager. Je l'ai fixé. C'était une logique tordue et malade, mais au moins c'était honnête. Je lui ai dit tranquillement que ce n'était pas de l'éducation. Je lui ai dit que c'était de l'encouragement. J'ai dit qu'il avait créé un monstre parce qu'il avait trop peur de la laisser échouer. Il s'est levé et a dit peut-être, mais il a dit qu'elle était sa fille et qu'il ne pouvait pas regarder son mariage être détruit. J'ai demandé s'il l'aidait à le payer. Il a dit qu'il avait liquidé son fonds de retraite. Il a dit que les pénalités étaient élevées, mais cela couvrait la majeure partie. Mon estomac s'est noué. Je lui ai dit que c'était sa retraite. C'était ses économies d'une vie. Il a dit que c'était pour la famille. Il m'a dit que je ne comprendrais pas. Je me suis levé pour lui faire face. J'ai dit non, je ne comprendrais pas parce que pour lui, la famille signifie se brûler vif pour garder Bella au chaud. Je lui ai dit que j'en avais fini. J'ai dit que je n'étais pas venu ici pour mendier de l'amour. Je lui disais au revoir. Je lui ai dit de ne pas m'inviter à Noël. Je lui ai dit de ne pas m'appeler quand l'argent serait épuisé. J'ai dit que j'étais dehors. Il m'a regardé un long moment. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais pas de combat. Il m'a dit de vivre une bonne vie. Il a marché jusqu'à sa voiture et est parti. Je suis rentré et j'ai tout raconté à Claire. Elle n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle m'a juste tenu pendant que je faisais le deuil du père que j'aurais aimé avoir. Le mariage a eu lieu 2 semaines plus tard. Je n'y suis pas allé. D'après ce que j'ai entendu par la rumeur, ce fut un désastre. C'était à pas accent graveleuillé. Cher, mais l'ambiance était bizarre. Marc semblait terrifié. Bella était maniaque. La moitié des invités étaient des personnes qu'elle connaissait à peine. Et moi,
J'étais à Hawaï avec Claire. Nous avons fait le voyage avec l'argent que je n'ai pas donné à Bella. Nous nous sommes assis sur la plage. Avons bu des cocktails et avons trinqué à la liberté. Je pensais que c'en était fini. Je pensais qu'ils disparaîtraient dans leur vie misérable et criblée de dettes. Mais le divorce et la ruine ont une façon de revenir en boucle. 6 mois se sont écoulés. La vie était belle. Vantage Point Capital, ma firme, a conclu une énorme affaire et ma prime était substantielle. Claire et moi avons commencé à chercher une maison de vacances dans les montagnes. Nous étions heureux, en paix. Puis j'ai reçu un email. Le sujet était, s'il vous plaît, aidez-moi, de Marc. Il venait du mari de Bella. Il a écrit qu'il savait que je les détestais. Il a dit qu'il ne m'en voulait pas, mais qu'il était en difficulté. De sérieuses difficultés. Il a dit que Bella avait fait quelque chose et qu'il ne savait pas comment arranger les choses. Il a dit qu'elle était partie. Il m'a supplié de parler. Je l'ai montré à Claire. Elle a demandé si elle était partie comme une personne disparue. J'ai dit, où partie, fuyant le désordre qu'elle avait créé. C'est Bella. Claire m'a dit de le rencontrer. Mais dans un lieu public. Et elle a dit qu'elle faisait une nouvelle vérification des antécédents sur lui en ce moment même. J'ai rencontré Marc dans un restaurant à mi-chemin entre nos villes. Il avait l'air affreux. Il avait perdu 9 kilos. Ses yeux étaient cernés et il ne s'était pas rasé depuis des jours. Il m'a remercié d'être venu, sa voix tremblante. Il n'a rien commandé. Il serrait juste un verre d'eau. J'ai demandé où elle était. Il a dit qu'il ne savait pas. Elle était partie il y a 3 jours. Elle avait vidé le compte joint. Mais il a dit que ce n'était pas le pire. Il a sorti une pile de papier de son sac. Il a expliqué qu'après le mariage, les dettes étaient énormes. L'argent de mon père avait couvert le lieu, mais il y avait tellement d'extra, alors elle a démarré une entreprise. Élégance par Bella. Organisation de mariage. Je suppose qu'elle a pris des acomptes et n'a organisé aucun mariage. Marc a hoché la tête, les larmes aux yeux. Il a dit qu'elle avait pris 5 clients. Et qu'elle leur avait facturé $10 000. Chacun pour des honoraires. Il a dit qu'elle avait tout dépensé en vêtements, en voyage, en remboursement de ses vieilles cartes de crédit. Et puis, quand les mariés ont commencé à demander des confirmations de fournisseurs, elle les a falsifiées. J'ai demandé si elle avait falsifié des contrats de fournisseurs. Il a dit oui, et elle avait mis son nom sur la SARL. Elle l'avait désigné comme agent enregistré sans qu'il le sache. Il a dit qu'il avait signé une pile de papier qu'elle avait dit être à des fins fiscales. Il a admis qu'il avait été stupide. Il lui avait fait confiance. J'ai demandé, alors maintenant, les clients la poursuivent. Il a chuchoté qu'il menaçait de poursuites pénales, de fraude, de vol par ruse. Il a dit qu'il risquait la prison. Il m'a rappelé qu'il était expert en assurance. S'il était condamné pour un crime, il perdrait sa licence. Il perdrait son emploi. Il a dit que sa vie était finie. Il a mis sa tête dans ses mains. Il a dit qu'elle avait laissé une note disant qu'elle avait besoin d'espace pour retrouver sa créativité. Il a dit qu'elle avait pris les derniers $60 000 qu'ils avaient, principalement un prêt qu'il avait contracté pour payer le mariage, et s'était évanoui. Je l'ai regardé. C'était un homme faible. Oui, il était resté là pendant qu'elle me faisait chanter, mais il était aussi une victime, tout comme mes parents, tout comme moi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui donner d'argent. Il a dit qu'il ne demandait pas d'argent. Il a dit qu'il savait juste que j'étais intelligent et que je connaissais la finance. Il a demandé s'il y avait un moyen
De prouver qu'il ne savait pas, de montrer que c'était elle. J'ai pensé à Claire. J'ai pensé au dossier qu'elle avait compilé sur Bella 6 mois auparavant. Les preuves de vol d'identité, le modèle de comportement. Je lui ai dit que je pouvais l'aider, mais qu'il devait faire exactement ce que je disais. Et cela se terminerait par son divorce immédiat. Il a dit qu'il déposait déjà la demande. Il en avait fini. Je suis rentré chez moi et j'ai mis Claire sur l'affaire. Elle était brillante. Elle a fouillé la trace numérique que Bella avait laissée derrière elle. Bella était arrogante. Elle utilisait son email personnel pour les arnaques, se connecter au compte bancaire depuis son téléphone. Claire a compilé un dossier médico-légal qui montrait clairement que Marc était une partie passive. Et que Bella était l'architecte de la fraude. Nous l'avons donné à Marc. Il l'a apporté à la police et aux mariés en colère. Il a fait un marché, il liquiderait ses actifs pour rembourser ce qu'il pouvait en échange de l'abandon. Des poursuites pénales contre lui et de la concentration sur Bella. Ils ont accepté. Marc était sauf, la plupart du temps. Il était ruiné, divorcé et vivait dans un studio, mais il n'allait pas en prison. Bella, cependant, était maintenant une femme recherchée. Il y avait des mandats d'arrêt contre elle dans notre État, mais elle était insaisissable. Pas de médias sociaux, pas d'utilisation de cartes de crédit. Claire a dit un soir au dîner qu'elle se cachait. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent. Elle a dit qu'elle referait surface parce que les arnaqueurs le font toujours. J'ai dit qu'elle essaierait de se refaire une image. J'ai dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle a besoin des projecteurs. J'avais raison. 2 mois plus tard, mon ami Leia m'a appelé. Leia gère un immense lieu d'événements ultra luxueux dans la ville voisine. J'avais aidé Leia avec un problème d'héritage complexe il y a des années et elle me devait une faveur. Leia m'a dit que je ne devinerais jamais qui venait de postuler pour organiser un atelier de mariage de luxe dans son établissement. J'ai deviné Morgan Brightight. Elle a dit, presque. Bella B. Événement. La propriétaire est indiquée comme Bella Brightight. Elle prétend être une organisatrice de Los Angeles cherchant à se développer. J'ai dit que c'était elle. Elle utilisait son deuxième prénom. Leia a dit qu'elle voulait louer la grande salle de bal. Elle vend des billets à $500 pièce. Elle affirme qu'elle va enseigner aux futurs mariés comment avoir un mariage à $1 million avec un budget limité. L'ironie était écœurante. J'ai dit à Leia d'approuver la candidature. Leia a demandé quoi, disant que Bella la planterait sur l'addition. Je lui ai dit qu'elle ne le ferait pas parce que j'allais payer la compte anonymement. J'ai dit de la laisser croire qu'elle avait appâté un gros poisson. De la laisser tout organiser. De la laisser vendre les billets. Leia a demandé, et après? J'ai dit, et après, nous envoyons les invités. Je ne suis pas allé à l'expo. Je ne pouvais pas. Elle m'aurait repéré. Mais Claire a organisé une participante spéciale. Nous avons trouvé Tori. Tori était l'une des mariées que Bella avait arnaquées chez nous. Celle qui avait perdu $10 000. Tori était furieuse et voulait du sang. Nous avons payé le billet de Tori. Nous l'avons également équipé d'un microphone caché et d'une caméra bouton. Le jour de l'atelier est arrivé. Leia m'a dit que la salle était pleine. Bella avait réussi à escroquer environ 50 femmes à acheter des billets. Elle était charismatique. Je lui accorderai cela. J'ai regardé le flux en direct de la caméra de Tori sur mon ordinateur portable dans ma voiture garée à un pâté de maison. Bella était sur scène, vêtue d'un nouveau costume de designer, l'air radieuse. Elle prêchait sur la manifestation de l'abondance et le fait de ne jamais se contenter de moins.
Elle a dit à la foule qu'elle méritait le meilleur. Elle a dit, parfois, la famille et les amis ne soutiendront pas votre vision. Elle a dit, vous devez les couper les ponts. Vous devez poursuivre votre rêve à tout prix. J'ai regardé ma sœur justifier son narcissisme devant une salle pleine de futurs mariés pleine d'espoir. Puis la séance de questions-réponses a commencé. Tori a levé la main. Bella a sourié. L'a désignée, appelant celle en bleu. Tori s'est levée. Elle a tenu le microphone que le personnel de Leia lui avait tendu. Elle s'est présentée comme Tori. Elle a dit qu'elle aimait le conseil sur la coupure des personnes toxiques. Bella a rayonné et l'a remerciée. Tori a dit qu'elle avait une question sur la politique de remboursement. Bella a froncé légèrement les sourcils. Elle a dit que les billets étaient non remboursables comme indiqué. Tori l'a interrompu. Elle a dit qu'elle parlait du remboursement des 10 000 $ que Bella lui avait volés il y a 6 mois, quand elle était élégance par Bella. La pièce est devenue silencieuse. Bella s'est figée. Son sourire a vacillé. Elle a dit qu'elle pensait que Tori la confondait avec quelqu'un d'autre. Tori a dit non, elle ne la confondait pas. Elle a dit qu'elle avait les factures juste là et le rapport de police et le mandat d'arrêt contre Bella pour fraude. Des murmures éclatèrent dans la foule. Les gens posaient des questions sur le mandat. Bella a crié à la sécurité. Elle leur a dit de faire sortir cette folle. Tori a dit que ce n'était pas elle qui partait. Elle s'est tournée vers la foule. Elle a annoncé que cette femme était une escroc. Elle a dit que son vrai nom était Bella Collins. Elle leur a dit qu'elle était recherchée dans 3 comtés. Elle leur a dit de vérifier leur téléphone. De la chercher sur Google. La panique s'est installée. Les téléphones sont sortis. Les gens ont commencé à taper. Quelqu'un a crié, oh mon Dieu. Ils ont dit, c'est vrai. Il y a un article de presse. Bella a regardé autour d'elle, la panique dans les yeux. Elle a saisi son sac à main et a couru hors de la scène, se dirigeant vers la sortie de secours. Mais Leia avait verrouillé la sortie de secours. La seule issue était par le hall où la police attendait. Je les avais prévenus 1 heure auparavant. J'ai regardé sur le flux Bella faire irruption. Dans le hall. Directement dans les bras de 2 officiers. Ils ont demandé si elle était Bella Collins. Elle a crié non. Elle a dit que son nom était Bella Brightight. Ils ont dit qu'ils avaient un mandat. Ils lui ont dit qu'elle était en état d'arrestation pour fraude, grand larcin et vol d'identité. Elle a crié de la laisser partir. Elle a hurlé que son frère était riche. Elle a dit qu'il les poursuivrait en justice. Elle a crié mon nom. Henry. Henry. Elle hurlait mon nom pendant qu'il la menottait. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai dit à Claire que c'était fait. Elle a acquiescé. C'était fait. Bella n'est pas allée en prison longtemps, mais elle n'est pas non plus sortie indemne. Elle a purgé 6 mois de prison de comté suivi de 5 ans de probation. Elle a maintenant un casier judiciaire pour crime. Elle ne peut pas travailler dans la finance. Elle ne peut pas gérer d'argent. Et son nom est discrédité dans l'industrie du mariage. Mes parents étaient anéantis. Ils ont dû vendre leur maison, celle où j'ai grandi, pour payer l'avocat de la défense de Bella et pour rembourser une partie de l'argent qu'elle avait volé afin de maintenir sa peine légère. Ils vivent maintenant dans une petite location de 2 chambres. Ils sont vieux, fatigués et ruinés. La retraite de papa est partie. La réputation de maman dans la communauté est ruinée parce que tout le monde sait ce que sa fille a fait. Je ne leur ai pas parlé depuis 3 ans, mais je les ai vus une fois. C'était il y a environ 1 an.
J'étais dans une épicerie d'une ville près d'eux. Chez eux maintenant. J'étais de passage pour affaires. J'étais dans le rayon des pâtes en train de regarder les sauces. J'ai entendu une voix dire « Non. Remets ça. Ce n'est pas sur la liste des coupons. » J'ai figé. C'était Bella. Je me suis tourné lentement. Elle se tenait là avec ma mère. Bella avait l'air différente. Elle ne portait pas de vêtements de créateur. Elle portait un jogging et un t-shirt délavé. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné montrant des racines grises. Elle avait l'air dure, amère. Ma mère avait l'air fragile. Elle s'appuyait sur le caddie, regardant un pot de sauce. Marinara générique. Maman a dit qu'elle aimait celle-là. Bella a claqué qu'il ne pouvait pas se le permettre. Elle lui a dit de prendre la marque du magasin. C'était un renversement de destin si poétique qu'il était presque douloureux à regarder. L'enfant prodige, maintenant la gardienne des parents. Qu'elle avait ruiné, se disputant pour 50 cents sur de la sauce pour pâtes. Puis Bella a levé les yeux. Elle m'a vu. Elle s'est figée. Ça maintenant là. Sauce bon marché a tremblé. Je portais un costume, un beau. J'avais l'air en bonne santé, prospère, heureux. La bouche de Bella s'est ouverte. J'ai vu une douzaine d'émotions traverser son visage. Colère, jalousie, honte, puis une lueur d'espoir. Le vieil instinct d'arnaqueur qui se réactivait. Elle a chuchoté. Mon nom. Ma mère a levé les yeux. Ses yeux se sont écarquillés. Elle a prononcé mon nom. Elle a fait un pas vers moi. Elle a demandé si c'était moi. Je les ai regardés. J'ai regardé le caddie avec la nourriture générique. J'ai regardé les lignes sur leur visage. J'ai pensé au vélo. J'ai pensé aux avocats. J'ai pensé au discours que mon père m'avait donné sur le fait de ne pas avoir besoin d'eux. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de haine. Je ne ressentais juste rien. C'étaient des étrangers, des fantômes d'un mauvais rêve, dont je m'étais enfin réveillé. Bella a dit qu'il m'avait manqué. Elle a dit que nous devrions parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas froncé les sourcils. J'ai juste hoché la tête une fois, une reconnaissance polie de son existence. Et puis j'ai fait demi-tour et je suis parti. Maman m'a appelé. Sa voix s'est brisée. Elle m'a supplié d'attendre. Je n'ai pas attendu. Je suis allé à la caisse, j'ai acheté mes affaires et je suis parti. Je suis monté dans ma voiture. Je conduis une belle Audi maintenant, au fait. Je suis rentré chez Claire. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée. À mon bureau. Elle venait de ma mère. Elle a écrit qu'elle m'avait vu. Elle a dit que j'avais l'air bien. Elle s'est excusée. Elle a écrit qu'elle savait que ce n'était pas suffisant. Elle a dit qu'elle réalisait maintenant qu'ils m'avaient échoué. Elle a écrit qu'ils aimaient trop Bella et qu'ils m'aimaient trop peu parce que je leur avais facilité la tâche de m'ignorer. Elle a dit qu'ils le payaient maintenant. Chaque jour, elle espérait que j'étais heureux. Elle a dit que je le méritais. J'ai lu la lettre. Claire m'a demandé si je voulais répondre. J'ai dit non. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans le destructeur de documents parce que voici la vérité sur les familles toxiques. Elles ne changent jamais tant qu'elles n'y sont pas forcées. Et même alors, elles ne s'excusent que parce qu'elles ont perdu. Si j'avais donné ces 50 000 $ à Bella, il me traiterait toujours comme un compte en banque. Ils me respectent maintenant seulement parce que je leur ai fait peur. Ce n'est pas de l'amour. C'est une leçon. J'ai une fille maintenant. Elle a 2 ans. Son nom est Maya.
La semaine dernière, Maya voulait un jouet au magasin. Nous lui avons dit non. Elle a fait une crise. Elle a pleuré. Elle a crié. Je me suis agenouillé. Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit que je l'aimais. Mais la réponse est non. Je l'ai serrée dans mes bras jusqu'à ce qu'elle cesse de pleurer. Je n'ai pas cédé. Je n'ai pas acheté le jouet pour la faire taire. Je brise le cycle. La maîtrise de ma propre vie, de mes finances et de mon bonheur est enfin assurée. Il n'y aura plus d'avocat, plus de chantage, plus de culpabilité. Juste la paix. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile de la revivre. Mais j'espère qu'elle vous rappellera que vous avez le droit de fixer des limites, même avec les personnes qui vous ont élevé. La famille est importante. Mais votre dignité n'est pas négociable. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Ou avez-vous été le Henri dans votre propre dynamique familiale? J'aimerais entendre vos histoires. Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une histoire. Votre interaction aide cette communauté à grandir. Restez fort tout le monde.